à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. Le Proche-Orient ou le Moyen-Orient est une région extrêmement importante du point de vue de géopolitique, d'économie ou de culture. Cette région, sur la route de la soie dans le passé comme dans le futur, qui lie l'Europe et la Chine, cette région occupe une place extrêmement importante, stratégique, entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Elle est donc, à notre siècle, un carrefour des échanges maritimes et aériens. Comme vous le savez, cette région est non seulement le plus important de production de pétrole, mais aussi, donc il est très très riche, mais aussi un berceau de conflits entre les différents pays, différentes religions, différentes cultures. Donc, cette région est toujours sous l'influence des puissances mondiales. Et la Chine, alors, quelle est la place de la Chine? Est-ce que la Chine considère que cette région est aussi une région importante dans son diplomatie, etc., dans ses commerces, etc., etc. C'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. Mais je suis très heureux d'avoir trois invités sur mon plateau. D'abord, c'est M. Hassan Moukaled. Bonjour, monsieur. Bonjour. Très enchanté d'être venu. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement à nos téléspectateurs? Je suis libanais. Je suis journaliste pour beaucoup de temps. Et maintenant, je suis, il y en a 15 ans, président d'un centre de recherche économique sur le Levant, le Moyen-Orient, spécialement Liban, Syrie et Irak. D'accord. Bon, merci d'avoir accepté notre invitation. Bon, mon deuxième invité, c'est Lionel Véron, que vous connaissez probablement. C'est aussi un ancien diplomate français dans cette région, en Irak par exemple. Et il est l'auteur d'un livre, Le défi chinois. Donc il connaît très très bien la Chine. Il parle d'ailleurs le chinois. Bonjour, Lionel, et merci d'avoir accepté mon invitation aussi. Merci. Et Monsieur Wu Zetian. Monsieur Wu Zetian, que vous connaissez très bien, il est souvent sur mon plateau. Il est l'ancien ambassadeur dans cette région, au Liban justement, chez Monsieur Hassan, mais aussi à Congo. Alors, pour vous, le Proche-Orient était considéré pour la Chine une région importante dans la diplomatie chinoise. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, le premier pays arabe et africain qui a établi des relations diplomatiques avec la Chine, c'était l'Égypte, voilà, un pays important du monde arabe. Bon, c'était en 1956, à l'époque où il y avait peu de pays qui reconnaissaient la République populaire de Chine. Et puis ça a été suivi par d'autres pays, donc entre 56 et 90, les 22 pays membres de la Ligue arabe ont tous établi des relations diplomatiques avec la Chine. Bon, pour voir plus clairement les relations entre la Chine et le monde arabe, il faut d'abord connaître l'objectif fondamental de la diplomatie chinoise. Alors, quel est cet objectif? Promouvoir la paix et le développement. La paix et le développement. Voilà. Pour cet objectif, voilà, la Chine fait des efforts, la Chine lance des initiatives et propose des idées. Le président ici a proposé une idée, à savoir bâtir une communauté de destin pour l'humanité. Donc la Chine veut avoir des relations de coopération avec tous les pays du monde, y compris le monde arabe, d'autant plus que c'est une région voisine de la Chine, tout proche. Et historiquement, la route de la soie traverse cette région. Voilà, donc il y a toujours des relations traditionnelles, des échanges intenses entre la Chine et le monde arabe. Voilà. Du coup, vous voyez, la Chine attache beaucoup d'importance à ses relations avec le monde arabe.
Bon, la route de la soie. Bon, Monsieur Hassan Moukaled, vous êtes dans la région, vous êtes au Liban, vous êtes libanais. Alors, comme l'ambassadeur vous avait dit, la relation entre la Chine et cette région est très ancienne. Nous avons un explorateur, Zhang Qian, qui était parcouru à l'ouest, aux dynasties Han, je crois, 2000 ans auparavant. Et c'est lui qui a initié la route de la soie. Et aujourd'hui, la route de la soie, comme vous l'avez, comme la Chine avait répété à plusieurs fois, c'est une nouvelle route de la soie qui lie la Chine et cette région. Alors pour vous, en tant qu'expert, quel regard portez-vous sur la politique de la Chine dans cette région? Je veux dire un seul mot sur la situation de la région, premièrement, parce que maintenant le monde change. Oui. Le monde change. Au niveau international, oui. Il y a beaucoup d'événements après la chute, événements stratégiques après la chute de l'Union soviétique. Le monde basé sur un monopole, sur un pôle unique. Oui. La crise monétaire de 2008, que jusqu'à maintenant, les résultats ne terminent pas. Donc, maintenant, on voit l'autre étape du monde. Maintenant, l'approche américaine, dès 1945 jusqu'à maintenant, se change. On parle maintenant non de l'impérialisme américain comme le plan Marshall, mais on parle de l'Amérique première, l'isolement de l'Amérique. Oui, c'est la politique de Donald Trump. Oui. Et deuxièmement, c'est la politique américaine, qui est représentée par Trump. Et maintenant, la dernière phase, je crois, maintenant on voit le détruite des bases internationales, de lois internationales, que dès le 1945 jusqu'à maintenant se changent. Et la dernière chose, c'est la déclaration de Trump de reconnaître la souveraineté israélienne sur la Golan. Ah oui, ça c'est... Ce sont des choses... C'est le seul pays qui connaît. Oui, donc on parle maintenant d'une autre ère, autre étape du monde. Pour notre région, les 2 dernières décennies, il y a toujours la guerre, seulement la guerre. Donc, il y en a l'envahissement américain pour l'Irak en 2003, on a l'envahissement israélien pour le Liban en 2006, la guerre de Gaza en 2008. Qu'est-ce que c'est entre guillemets le printemps arabe? On parle de la bombardement de tous les pays arabes, on parle de problèmes d'Égypte, de l'Irak, Daesh, on parle de la guerre de Yémen. Donc c'est la situation dans la région. Dans la région, c'est une région de bombardement. Et de l'autre face, il y en a la politique américaine, comme Trump parle avec tous les dirigeants au monde, maintenant il travaille comme un spécialiste de comptabilité avec le NATO, avec l'OTAN. Et surtout pour notre région, il parle avec les dirigeants du Golfe comme un vendeur d'armes. Ce sont des peanuts, tu peux acheter les avions. C'est une phase. L'autre phase, on a, comme M. l'ambassadeur dit, il y a l'autre approche chinoise maintenant, le ceinture et la route. Donc l'autre approche, c'est l'approche de la paix et du développement. Je veux dire une seule comparaison, s'il vous plaît. Quand George W. Bush a visité l'Arabie Saoudite, il dit en déclaration, on a besoin de l'argent saoudien pour investir aux États-Unis. Après une semaine de sa visite, le président chinois a visité l'Arabie Saoudite et dit que la Chine est prête d'investir au secteur hydrocarbures saoudien des centaines de milliards de dollars. C'est la comparaison. Donc, on a besoin de cette approche. Comme observateur, je dis qu'il y a beaucoup de points d'intégralité entre la politique russe et la politique chinoise sur le terrain dans la région. Mais la Chine, maintenant, avec sa initiative, peut jouer un grand rôle dans la région. C'est le rôle de la paix et du développement, parce que la région a besoin beaucoup de notre politique que la politique de la guerre et de la détruite. Et c'est très important ce que vous dites, Lionel. Pour vous, comme vous le savez, la Chine est le plus grand partenaire commercial avec une dizaine de pays de la région
Donc la présence de la Chine est une réalité. Vous, étant un expert européen, pour vous, qu'en pensez-vous de cette présence de la Chine? Est-ce que ça forme une concurrence avec les Européens ou bien c'est une complémentarité entre la Chine et l'Europe? Je pense que par rapport à ce que disait Dr Hassan sur les États-Unis, je pense qu'il faut comprendre que, a priori, dans cette région, les intérêts des États-Unis et de l'Union européenne sont différents déjà. Pour une raison qui me paraît évidente, en particulier depuis le début des révolutions arabes et la naissance de Daesh, de ISIS, c'est que l'Europe est frontalière de cette région et pas les États-Unis. Donc les États-Unis ont une autre stratégie parce que le chaos qui est semé au Moyen-Orient a beaucoup moins d'impact sur eux qu'il n'en a sur l'Europe. Donc je pense qu'il y a une convergence évidente d'intérêts entre la Chine et l'Union européenne sur la stabilisation de cette région. Que ce soit sur le plan économique ou sur le plan politique, il est évident qu'il y a un intérêt commun. La question principale, je pense, et nous la voyons aujourd'hui sur la Syrie par exemple, c'est il y a des intérêts communs, mais peut-on avoir une politique commune sur cette région, puisque les dirigeants européens ont des liens très forts avec les États-Unis, malgré M. Trump, sur le long terme et sur le point stratégique, il y a des intérêts communs. Il y a des intérêts, et on l'entend en ce moment, qui sont un peu divergents sur les questions économiques, notamment en termes de concurrence, comme vous l'évoquiez. Donc je crois qu'entre le discours théorique sur l'intérêt commun et la réalité sur le terrain au Moyen-Orient entre la Chine et l'Union européenne, je crois qu'il y a un fossé qui est important et que les Européens voient certainement d'un bon œil l'investissement, en particulier politique, je dirais, dans les débats aujourd'hui au Moyen-Orient, bien que la Chine ne soit pas encore très active dans les débats sur les questions négociations de paix, etc. Mais je ne crois pas aujourd'hui que les Européens voient d'un très bon œil les investissements économiques de la Chine. Sauf peut-être sur la question des hydrocarbures, mais pour le reste, il y a une concurrence évidente. Il y a déjà une concurrence avec les États-Unis. Si on parle des marchés d'armes, dont parlait Dr Moukalel, la France est un grand concurrent des États-Unis pour vendre des armes à l'Arabie Saoudite en particulier. Donc il y a des points de concurrence, de compétition qui sont très forts et qui sont certainement un obstacle au rapprochement politique dans cette région entre la Chine et l'Union européenne. Donc c'est très compliqué. Cette région est déjà une région plutôt turbulente et encore il y a des intérêts divergents. Voilà. Bon, l'ambassadeur, la Chine veut apporter, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la paix et le développement. Alors, vous avez présenté un tout petit peu. Est-ce que vous pouvez nous donner encore plus de détails? Quels sont les projets de la Chine pour la paix et le développement de cette région? On a évoqué la ceinture et la route. Bon, c'est un vaste programme de coopération. La ceinture et la route, c'est-à-dire la nouvelle route de la soie. Tout à fait, tout à fait. Voilà. On va continuer notre tradition de coopération dans les domaines aussi bien politiques, c'est-à-dire les deux parties peuvent très bien coopérer sur le plan international pour tous les dossiers concernant l'avenir de l'humanité, gouvernance mondiale, changement climatique, réforme du Conseil de sécurité, etc., etc. Mais sur le plan économique, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses. À part des carburants? À part les carburants, on fait beaucoup d'autres choses que vous croyez. Il n'y a pas que le pétrole et le gaz qui intéressent les deux parties. Oui. Bon, par exemple, l'année dernière, vous savez, il y a eu la 8e conférence ministérielle du Forum de coopération Chine-Monde arabe. Vous savez, c'est un forum de coopération qui a été créé en 2004. Donc, c'est un mécanisme de coopération qui fonctionne très très bien. Et à chaque fois... Il y a 15 ans, hein? Et tous les 2 ans, il y a une conférence ministérielle de ce forum qui fait le bilan des 2 années de coopération précédentes et qui établit une liste de coopération très précise pour les 2 années à venir. Et l'année dernière, lors de la conférence ministérielle du forum, le président Xi a fait un discours inaugural. Il a précisé beaucoup de domaines qui peuvent faire l'objet de coopération approfondie
pour les 2 ans ou même pour une période plus longue, voilà, à Vous venir. avez un exemple? Alors, la Chine a prévu, voilà, pour pousser davantage la coopération, 20 milliards de dollars de crédit Mhm. pour les infrastructures, la concession des infrastructures, De la pour région. la coopération voilà, industrielle. Voilà. Les domaines qui sont concernés sont très nombreux. Les ports, les réseaux ferroviaires, même le domaine spatial. Voilà, parce que les pays arabes ont besoin de services, des satellites Pour de développer guidage, le- par exemple. Ah oui. Le système de guidage par satellite chinois peut très bien servir les pays arabes. Voilà. Il y a aussi des pays arabes qui ont voulu voilà, fabriquer leur propre satellite. C'est l'Algérie qui a déjà lancé voilà, un satellite de fabrication par les 2 pays. C'est la Chine qui a lancé. Voilà. Donc pour le guidage, mais aussi pour le météo, voilà, prévenir les catastrophes naturelles. Et puis, le président Xi a évoqué d'autres aspects d'énergie propre. Il ne faut pas s'appuyer uniquement sur le pétrole et le gaz. Il faut développer l'énergie nucléaire, oui. par exemple, l'énergie solaire, éolienne. Éolienne. Voilà. Donc tout ça, ce sont des secteurs à développer. Et puis, dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine de la création des parcs industriels. Vous savez, en Égypte, il y a déjà un parc industriel du Suez. Et aux Émirats arabes unis, il y a aussi Alors, un parc industriel qui est créé. Tout ça, c'est les fruits de coopération entre la Chine et le monde arabe. Alors, M. Hassan Moukalem, en entendant l'ambassadeur Wu, est-ce que vous croyez que les efforts de la Chine peuvent répondre aux besoins de la région? Le grand problème maintenant que il y a beaucoup de barrières pour cette relation. Et ces barrières, ce sont des barrières politiques, premièrement. Ce sont les barrières que les États-Unis, maintenant au niveau mondial et au niveau de notre région, mettent devant la Chine. Et c'est une, entre guillemets, c'est une guerre. Il y a la guerre commerciale, il y a la guerre industrielle, et même la guerre de développer ces pays. Maintenant, je vous donne un petit exemple. Dans le 1850, l'Égypte était comme économie plus grand que le Japon. Il y a 5 ans, Japonais qui ont allé en Égypte pour étudier la structure de gestion du Japon. Maintenant, l'Égypte est un pays très grand, mais un pays que la base industrielle est très très faible, est un pays, il y a des dettes, il y a beaucoup de choses. Le monde arabe en totalité, maintenant, tous ses besoins sont emportés de l'Occident ou d'autres pays. C'est une guerre. Donc, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de possibilités de faire ces relations. Et en même temps, maintenant, les États-Unis ne peuvent pas ni investir, ni faire d'argent de ces régions. La Chine tient toute la capacité et l'opportunité de faire ces choses. Mais il y a un autre genre de problème, c'est le problème des pays arabes même, qu'on ne peut pas ouvrir les portes comme il faut pour la Chine. Si je veux donner un petit exemple pour le Liban, par exemple. Le Liban tient une base bancaire très 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 développée et qui servit au niveau de toute la région. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas aucune banque chinoise au Liban, il n'y a aucune relation. Les banques du Liban servent maintenant la majorité des opérations économiques en Irak, par exemple. La Chine est très intéressée pour l'Irak. Elle peut prendre le Liban comme une base pour aller dans toute la région. Par exemple, dans d'autres secteurs. Monsieur l'ambassadeur parle de satellites, oui, je parle de téléphone, de portable, d'internet, de beaucoup de choses. Même en base d'industriel, la Chine est très développée dans plusieurs secteurs industriels
Le monde arabe a besoin de ce secteur. Les Américains ne donnent pas cette technologie au monde arabe, ne fournissent pas d'argent. Donc il y a beaucoup de possibilités, même sur le plan de l'infrastructure. Maintenant, maintenant le monde arabe, avant je crois 2000 ans, il y a les routes, il y a la route de soie, il y a comment s'appelle, les canaux qui fait des échanges. Maintenant, même le chemin de fer ne servait pas dans ces régions, même les autoroutes ne servaient pas, même le commerce intérieur dans ces régions. C'est pour cela que je dis qu'il y a beaucoup de possibilités et on croit qu'on attend l'initiative chinoise plus en plus dans cette région. D'accord. Quand on parle de train, le chemin de fer, je me rappelle que la France, c'est le père des TGV, et tandis que la Chine maintenant a développé un train le plus rapide du monde. Il y avait quelques années, la Chine et la France ont coopéré pour construire une centrale nucléaire en Angleterre. Est-ce que vous pensez que dans le train, dans le nucléaire, dans l'avion, dans d'autres domaines, l'Europe et la Chine peuvent coopérer pour essayer de développer plus rapidement, plus efficacement le Moyen-Orient? Je crois que c'est un problème à plusieurs niveaux. Je crois que le premier problème, c'est au Moyen-Orient, comme disait Dr Hassan, il faut aussi des investissements extérieurs pour développer, par exemple, des chemins de fer ou développer, quel que soit le secteur, des centrales, il faut des investissements. Or, les investissements aujourd'hui, pour être honnête, viennent essentiellement de la Chine en termes de capacité d'investissement. Or, si c'est la Chine qui investit, la Chine logiquement investit sur ses propres entreprises, ce que les Occidentaux ont toujours fait aussi. Et donc je vois mal le budget chinois en termes d'investissement dans la région favoriser le développement de Bolloré, par exemple, en Arabie Saoudite ou ailleurs, de faire des groupes européens, ce qui est logique. L'Europe a l'avantage d'être plus proche, d'avoir un lien aussi historiquement. Oui, mais aujourd'hui. Et les langues aussi. Vous voyez, Libanais. Mais comme disait, un Libanais parle français. Regardez, comme disait Hassan tout à l'heure, à propos des États-Unis, on est dans un monde économique aujourd'hui. Donald Trump est un marchand. Il vend, mais ce n'est pas un politique, ce n'est pas un stratège, ce n'est pas un économiste, c'est un marchand. Oui. La situation au Moyen-Orient est un peu la même, c'est-à-dire chacun a ses produits à fournir, ses technologies, etc. Mais qui a les moyens de les proposer? Et je voudrais quand même revenir sur un autre sujet, étant européen, pour être un peu iconoclaste sur la région, c'est que l'on parle du développement des infrastructures, par exemple, mais aujourd'hui, il faut avoir en tête, et moi j'ai été diplomate dans un pays qui était sous sanctions internationales, donc j'y étais à l'époque des sanctions, l'Irak. Je voudrais rappeler quand même qu'aujourd'hui dans la région, il y a deux pays qui sont des pays clés, qui sont sous sanctions, qui sont l'Iran d'un côté et la Syrie de l'autre, et qu'au fond, que ce soit la Chine ou que ce soit les Européens, mais en particulier la Chine aujourd'hui, tout le monde est otage de ces sanctions, qui sont des sanctions en réalité décidées à Washington essentiellement, et ensuite suivies par en particulier les Européens. Donc je pense que par rapport à ce que disons, la population ou les dirigeants attendent dans la région, je pense que l'on attend aussi qu'il y ait une intervention plus claire, plus forte, par exemple d'un pays comme la Chine, et on peut parler de la Syrie aujourd'hui. La Syrie aujourd'hui est isolée en termes de sanctions, et en réalité c'est la population qui paye le prix des sanctions, que ce soit en Syrie ou que ce soit en Iran ou autrefois en Irak. Donc je pense que c'est une attente importante, et aujourd'hui il n'y a pas de coopération possible avec les Européens, puisque les Européens suivent la politique américaine. Donc je crois que c'est important de comprendre l'attente aussi qui existe dans cette région, parce que la coopération c'est bien, mais encore faut-il que tout le monde ait envie de coopérer. Et là aujourd'hui, sur certains territoires, ça n'est pas le cas. Donc je pense que c'est compliqué. C'est compliqué. Cette région, en fait, est très compliquée. Sur ce plan, par exemple, pour maintenir la paix, la Chine a envoyé certains casques bleus. C'est déjà quelque chose, mais c'est vraiment très difficile à développer tout ça. Alors, comme le temps, la fin nous approche, je voudrais vous poser peut-être à tous les trois une question sur le futur. Sur le futur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Lionel, c'est très compliqué, mais tout le monde a envie
de développer des relations plus étroites pour maintenir la paix, pour développer comment dirais-je, l'économie de la région. Alors, comment voyez-vous l'avenir proche des relations entre la Chine et cette relation? L'ambassadeur. Ça revient de ce que j'ai dit dès le début, c'est-à-dire pour la Chine, la paix et le développement sont deux facteurs déterminants. Alors, pour cette région, il faut d'abord avoir la paix. Est-ce que c'est possible, justement? Justement, ça dépend de deux choses. Alors, premièrement, il faut que les conflits internes dans un pays arrivent à s'arranger. Voilà. Ça, par la voie de négociation, de dialogue. C'est ce que la Chine a dit toujours. La Chine favorise. Non seulement elle le dit, mais elle fait des efforts. Elle envoie des émissaires spéciaux pour favoriser le règlement des conflits internes des pays. Deuxième chose, il ne faut pas qu'il y ait ingérence extérieure dans les affaires intérieures d'un pays de la région. Mais c'est souvent la cause de l'aggravation des conflits. Quand il y a un conflit, il faut essayer, comme la Chine, de rapprocher les belligérants pour trouver une solution politique par la voie de dialogue. Mais il ne faut jamais s'ingérer dans les affaires intérieures d'un pays. Donc la paix, ça c'est la première chose. La deuxième chose qui dépend de la paix et de la stabilité, c'est le développement. La Chine, comme je l'ai dit tout à l'heure, fait beaucoup d'efforts pour favoriser la coopération dans le but de permettre à tous ces pays de la région de se développer, qui profiteraient aussi bien à la Chine aux pays de la région. Bon, et Hassan? Un seul mot sur le casque bleu, s'il vous plaît, parce que les gens peut-être ne connaissent pas qu'il y a une lutte quotidienne pour ne pas modifier le message de casque bleu. Et la Chine joue un rôle très important sur le terrain, et je parle spécialement sur le Liban, parce qu'il y a des casques blancs sur le sud. C'est une lutte quotidienne contre les Américains qui veulent modifier les mandats de casque bleu. Pour l'avenir, je crois qu'il y a la volonté, les besoins et la capacité. Et je crois que l'avenir est peut-être très bien s'il y a plus d'initiatives chinoises chez nous. Ok. Bon, dernier mot. Moi, je vais rester iconoclaste. Je pense que nous avons aujourd'hui deux grandes puissances qui s'intéressent à la région, toujours les États-Unis et la Chine. À l'ensemble de la région, nous avons une grande puissance montante, une grande puissance entre guillemets descendante. Et je pense qu'en réalité, les intérêts sont contradictoires. La Chine a besoin, comme disait Monsieur l'ambassadeur, de paix et de stabilité parce que c'est aussi son expérience du développement chinois. Les États-Unis aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, sont en train de se retirer petit à petit parce qu'ils se concentrent sur America First. Et on a le sentiment, si l'on voit la reconnaissance de Jérusalem, capitale de l'État d'Israël, du Golan comme territoire israélien, et toutes les activités, l'occupation du nord de la Syrie en partenariat avec les milices, etc., on a le sentiment au contraire que les États-Unis se retirent en laissant derrière eux au fur et à mesure des éléments de chaos. Donc je pense, pour être honnête en termes de géopolitique, que les deux positions sont totalement contradictoires, mais qu'en même temps, comme disait Dr Hassan tout à l'heure, les États-Unis sont en train de détruire tout seuls l'ordre post-1945, et donc ils donnent l'opportunité en même temps à la Chine et à un certain nombre d'autres puissances montantes de participer à la définition de ce nouvel ordre qui peut-être peut être profitable justement à la région. Donc vous avez une optimisme très prudent. Optimiste mesuré. Bon, voilà, c'est peut-être tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, parce que cette région est compliquée et nous allons regarder, observer, et j'espère que cet optimisme peut devenir une réalité. Bon, merci beaucoup, merci à tous les trois, merci pour vos analyses. Merci aussi à nos chers téléspectateurs. Il faut comprendre que cette région est très compliquée pour nous et pour tout le monde. Merci pour votre patience et à la prochaine.